Good afternoon, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the midday edition of the bilingual newscast on Equinox Television. We are live from Equinox Central News Desk in Douala, Cameroon's economic capital city. It is a bilingual edition, and the first part is in the French language with Julien Bert-Pissa. Julien Bert-Pissa, bon après-midi. Bon après-midi, Formi Armstrong Sanda. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Bienvenue au journal de 12h sur Equinox Télévision. D'abord, cette information, Sa Majesté ou les obsèques officielles de Sa Majesté Halim Hayatou, ministre d'État en charge des épidémies et pandémies. Ces obsèques ont lieu ce jour à Garoua, dans le département de la Benoué, région du Nord Cameroun. C'est l'essentiel d'un décret signé hier lundi par le chef de l'État, Paul Biya. Il faut rappeler qu'Halim Hayatou est le deuxième membre du gouvernement qui décède en fonction en l'espace d'un mois. La nouvelle de sa disparition a suscité une vague de consternation dans la région du Nord. Olivier Tefo et Jean-Paul Chougnat. D'interminables fils de personnalités, amis, proches, connaissances et anonymes. Dans une ambiance très lourde, à la résidence du Lamido, Halim Garga Hayatou, le secrétaire d'État à la santé publique. Notre Lamido est malade, ça fait presque une semaine et ça s'est aggravé hier. Et aujourd'hui, on a eu une triste nouvelle qu'il a rendu l'âme. Le domicile de l'illustre disparu ne disant plus point. Depuis l'annonce de son décès, aux premières lueurs de l'aube, du lundi 5 avril 2020. Un événement aussi tragique, aussi subite. Nous ne pouvons pour l'instant que nous en remettre au Créateur et espérer que l'âme du défunt repose en paix. Pour un mortel, c'est attendu. Mais pour nous, c'est une personne de cœur, c'est une personne d'une grande moralité, c'est une personne qu'on doit du respect et considération. Mais comme la mort, on ne peut pas l'empêcher. Tout ce qu'on peut souhaiter, que son âme soit en paix. Ici, beaucoup d'habitants et résidents de Garoua ont plus côtoyé Sa Majesté Halim Hayatou sous sa casquette de chef traditionnel, un guide qui savait accueillir, encadrer et donner des conseils à tous ceux qui venaient à lui. Il a été un peu pour moi, c'est celui qui m'a formé dans tout ce qui est traditionnel et c'est celui qui m'a donné toutes les informations nécessaires pour devenir, n'est-ce pas, un très bon chef traditionnel de 3e degré. Je ne peux que dire merci à Dieu et merci à M. Halim Garga Hayatou tout simplement pour l'homme qu'il a été. La communauté Bamou de Garoua a vécu avec Halim Hayatou une vie cordiale et sympathique. Il nous prenait comme ses enfants. À chaque événement, nous étions là avec le Halim Hayatou. À chaque événement, c'est vraiment un coup dur. Un coup très dur, je vous en prie. Je manque vraiment de mots, mais je dirais que c'est un rassembleur. Les autorités administratives de la région du Nord et de Garoua gardent du défunt l'image d'un collaborateur républicain qui savait défendre les intérêts de ses populations et protéger ceux de l'administration. Nous sommes venus ici à la chefferie Olamida pour essayer de prendre des mesures d'ordre, notamment sécuriser le site, les appartements du défunt, afin que le moment venu, les autorités compétentes, selon les décisions qui seront prises, nous puissions suivre dans la sérénité. Donc voilà l'objet de notre descente ce matin, ici au Lamida de Garoua, afin de nous assurer que les populations sont calmes et qu'un événement aussi tragique, aussi subite, nous ne pouvons pour l'instant que nous en remettre au Créateur et espérer que l'âme du défunt repose en paix. Frère de Issa Hayatou, l'ancien président de la Confédération africaine de football, la fratrie Hayatou perd ainsi un de ses baobabs, après l'ancien premier ministre Sadou Hayatou, décédé le 1er août 2019. Une des familles les plus puissantes et influentes de la région du Nord et de Garoua, Sa Majesté Halim Garga Hayatou était intronisé en 2000 dans le cercle fermé des 14 Lamibés, ayant dirigé le Lamida de Garoua créé en 1804. Secrétaire d'État à la santé publique en charge des épidémies et de pandémies, le ministre Halim Hayatou a été plus que présent sur tous les fronts de la lutte contre la Covid-19 depuis son apparition en mars 2020. De son vivant, il nourrissait un seul vœu, en finir au plus vite avec le coronavirus. Mettons la main sur le bois, que Dieu nous protège encore de cette pandémie
Mais nous sommes bien parés ici à Douala pour que nous donnions un peu de satisfaction et sauvegarder encore la vie de certains de nos compatriotes. Chargé d'élaborer des politiques et stratégies d'extermination des épidémies et des pandémies, le ministre Halim Hayatou tombe les armes à la main sans avoir abattu la Covid-19, ni poussé le dernier virus dans ses derniers retranchements. Entré au gouvernement en 1996, l'ancien inspecteur principal du Trésor figure parmi les records de longévité au poste, 25 ans, presque autant qu'il a été l'Amido de 2000 à 2021. À la suite de Adoum Gargoum, ministre délégué chargé des relations avec le monde islamique, décédé le 7 mars dernier, Sa Majesté Halim Garga Hayatou est ainsi le deuxième membre du gouvernement Diongouté qui meurt en fonction. Évoquons à présent cette grogne des malades d'insuffisance rénale à Yaoundé. Ils ont bloqué la circulation routière pour dénoncer des ruptures de kits de dialyse au centre hospitalier universitaire. Cela fait plus de 3 semaines qu'ils n'ont eu droit à aucune séance d'hémodialyse. Malgré ce danger, le directeur de cet hôpital leur demande de prendre leur mal en patience. Marcelin Ganso pour plus de précisions. Et je vous le disais, nous parlons de cette grogne des malades d'insuffisance rénale à Yaoundé. Hier lundi, ils ont bloqué la circulation pour dénoncer la rupture des kits de dialyse au centre hospitalier universitaire. Plusieurs n'ont pas eu droit à leur séance d'hémodialyse. Cela fait déjà des semaines. Et malgré ce danger qu'ils courent, le docteur de cette formation hospitalière leur demande de prendre leur mal en patience. Marcelin Ganso pour plus de précision. Voici plusieurs semaines qu'ils n'ont pas dialysé. Suffisant pour que ces malades, bien qu'affaiblis, sortent le muscle pour crier leur ras-le-bol. Ça fait 4 ans que je dialyse. Voici 2 semaines, elle n'est pas encore dialysée. 2 semaines. Mon ventre commence à baller, je ne les pisse même pas. Je ne les pisse pas. Donc nous on veut les kits, nous on veut dialyser, c'est tout ce que nous voulons. On veut dialyser. On veut vivre. La semaine passée, c'est fini d'abord. Ils sont allés soit à Bédoua ou là chercher quelques kits. Ils sont venus, on a fait 2 jours de dialyse. On n'a pas pu dialyser tout le monde. Les kits sont finis encore. C'est pour ça que nous on vient créer notre ras-le-bol comme ça. Non, la maman, elle est nouvelle. On a su qu'elle était malade, ça fait à peine 1 mois. Mais depuis lors, elle ne dialyse pas bien. Là, maintenant, elle a 2 semaines. Elle ne se sent pas bien vraiment. Elle est fatiguée, elle a les vertiges, elle est même anémiée. Elle ne pisse pas. Depuis, elle ne pisse plus. Très en colère, les grévistes ont simplement bloqué la route qui passe devant le centre hospitalier universitaire, interrompant de fait la circulation. Même la présence sur les lieux des hommes en tenue n'a entamé en rien leur détermination. Un particulier qui a tenté de forcer le passage en a eu pour son compte. Il a tapé sur la dame-ci. Elle a une insuffisance rénale chronique. Ça fait 19 jours qu'elle ne dialyse pas. Mais un monsieur vient, il tape sur elle. Ce n'est pas la première fois que les malades sous dialyse expriment leur mécontentement à la suite de la rupture de leur traitement. Ils disent en avoir marre des promesses non tenues et des rendez-vous manqués qui les tuent à petit feu. Nous avons tenu des réunions avec même le ministre de la Santé publique qui a demandé au CHU d'avoir un stock de sécurité de 3 mois. Jusque-là, ça n'a pas été respecté. Le ministère des Finances confirme qu'il met à la disposition du CHU des moyens pour nous entretenir. Mais on crée une situation de diversion, on nous dit que les kits sont finis et on nous vend les mêmes kits au Castilla à 35 000 francs. Nous n'avons pas déjà l'argent pour nous soigner parce que c'est une maladie qu'on ne soigne pas, qui ne se guérit pas. Mais on nous oblige à payer les kits à 35 000. Une énième rencontre avec le directeur du CHU a accouché d'une souris. L'entreprise qui doit nous livrer les kits, il attend qu'on le paye. Et le gouvernement camerounais dit non, qu'il livre d'abord le marché avant d'être payé. Et c'est les mêmes mots depuis 3 ans. Et pire encore, l'État nous a déjà fourni 15 nouvelles machines. Ça fait 6 mois aujourd'hui. Ce monsieur a bloqué ces machines ne servent à rien. Nous vivons toujours avec les vieilles machines, les 5 vieilles machines pour plus de 150 malades. Aujourd'hui, c'est le centre hospitalier universitaire de Yaoundé. Hier, c'était l'hôpital général. Et bien avant, des cris de désespoir sont venus des centres d'hémodialyse de Marois et de Bolova. C'est dire que la sortie de l'auberge n'est pas pour demain.
C'est avec ce reportage de Marcelin Gansop que nous mettons un terme à la première partie de ce journal. La seconde est en langue anglaise avec vous, Formi Armstrong Sanda. Good day once again. Good day once again, Julien Bert-Bissay. Good day once again, ladies and gentlemen. Thanks for joining us in the second segment of information. We begin with Boko Haram-related news to say that Boko Haram is waging a war on the people of Cameroon at a shocking human cost. This statement made by Ilaria Ali Grossi, senior researcher at the Human Rights Watch, contradicts that of Cameroon's Minister of Territorial Administration, Minister Paul Atanganji, who said the security situation of the far north region of Cameroon is under control and that Boko Haram is living its last days. According to Human Rights Watch's latest report, 80 civilians have been killed between December 2020 and March 2021, with the deadliest attack taking place in Mozogo in January the 8th. In that attack, at least 14 civilians, including 8 children, were killed, according to Human Rights Watch. The same report equally denounces what it says is excesses from military officials, and citing the arrest of 4 fishermen recently in Dabanga, a locality in the far north region of Cameroon. While they were in custody, they were tortured, leading to the death of one of them, a death which the military rather attributed to heart attack. Human Rights Watch is urging the parliament to hold a hearing to explore government's response to the increasing attacks on civilians. The people of Peka Dis in the Douala 3 subdivision say they are thirsty and asking for portable drinking water. The people in the locality say they've gone for several days without water flowing from their taps, and many of them are now depending on what they say are doubtful sources for portable water, citing streams and wells. The Immaculate Fogo in the following report says that the water fetched by the people of Peka Dis recently is the source of the increase or the prevalence of waterborne disease in the locality. At a time when 10 cholera cases and 1 death have been registered in the economic capital Douala, access to potable water remains a veritable nightmare for locals, like it is the case here at Peka Dis in the Douala 3 subdivision. The people are forced to cover several kilometers in order to fetch water from sources like wells and streams, which they qualify as doubtful, making them susceptible to waterborne diseases. Water here is so difficult because sometimes when like that the water will change different colors and everything, but something like that at dry city like that the water will be shine and everything will lack of drinking water here. Without drinking water, to go and carry drinking water, we have to go far somewhere. Sometimes we go carry engineer military there, Gades, anywhere to fresh water, and we don't know. Many other families, like that of Mr. Ella, go extra miles by covering over 10 kilometers in order to get potable water. The situation has turned Mr. Ella into a perpetual latecomer at his workplace. There is no water in Peka Dis for the past 3 weeks. I have been driving for over 30 minutes looking for where I can fetch water. When I finally saw water, I had to stand on the line for an hour before I could have access. It is a difficult situation for me because my work is affected. Health experts say water is life, but when access to the precious liquid becomes difficult due to scarcity, how then is life preserved? Inhabitants of Peka Dis are pleading on government officials to act fast. I will plead our leader that he can help us to have at least in this our zone like that, Peka Dis Adikaye to have drinking water. While hoping for something to be done to remedy the water crisis, locals continue to endure the devastating impact of the water crisis.
And drivers plying the stretch of road linking Kusero in the far north region of Cameroon to N'Djamena in the neighboring Republic of Chad are said to be involved in an unscrupulous activity. The drivers change their licenses each time they cross the border into or out of Cameroon, a situation that is said to be depriving the government from collecting due taxes. Charles Ekome tells us more in the following report. 2 trucks intercepted with false license plates by the gendarmerie forces on the Cholere stretch of road located in Tubaru, north region of Cameroon. The trucks which you are seeing here were seized around the Bonjimbo borders, which is between neighboring country Chad and Cameroon. The documents which the vehicles possess belongs to other vehicles which were involved in an accident around Voxom. According to Gendarmerie Commander Muhammadu Alium, road transporters change license plates when they cross either sides of the borders in order to benefit from tax exemption in the CEMAC zone. Based on our investigations, we found matriculation plates of both nations in the vehicles. Transport Syndicate President Ibrahim Yaya says this fraudulent behavior penalizes honest transporters. They are profiting from the hard work of honest transporters. The gendarmerie forces and the transporter syndicate of the region have vowed to fight against this fraudulent act. And that report brings us to the end of the midday news on Equinox Television. We thank you for your keen attention. Julien Bert-Bissana will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Julien, see you tomorrow at 7 a.m. Rendez-vous est pris pour demain, 7h. S'il plaît à Dieu, Formi, Armstrong, Sanda. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal. Retrouvez Flavie Valondongo et toute son équipe pour votre quotidien santé. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte.